L'AES, Alliance des États du Sahel, nous intéresse ce soir sous le prisme des déstabilisations. Oui. Le Mali et le Burkina Faso sont dans le viseur, pour ne pas citer aussi le Niger. C'est vrai que pour le moment, on a pris ces deux cas parce que c'est les plus flagrants en ce moment précis. Pourquoi? Parce que, quand on va parler du Mali, Monsieur le Président Bandakani, le Mali, après les attaques qui ont eu lieu il y a de cela une dizaine de jours à Bamako, alors, il y a eu beaucoup d'arrestations. Et sur le plateau, d'ailleurs, la semaine dernière, vous disiez, ceux qui ont été arrêtés vont parler. Et l'enquête a évolué et démontre de plus en plus l'implication hexagonale dans le cadre de cette opération. En êtes-vous surpris? Oui. Rappelez-vous, il y a 2 semaines ici, on a fait une émission sur les menaces qui pèsent sur le panafricanisme. Oui. Mais est-ce que je n'ai pas annoncé tout ça? Vous l'avez dit. Voilà, bon. Maintenant, ce qui a été annoncé est fait. Ce n'est pas une surprise, Bachir. C'est-à-dire, moi, je vais vous surprendre. Pour moi, c'est un non-événement. Un non-événement? Oui, pour moi, c'est un non-événement. Oui, bien sûr, certains ont dit oui, le Mali était menacé. Oui, dans le plan des ennemis, c'était pour détruire le Mali. Et je l'avais dit ici il y a 2 semaines. Mais qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que moi, je vais voir par comment un seul État de l'AES va tomber. Oui. Alors, depuis que cette alliance a émergé, je ne fais que le dire à chaque fois. Donc, Bachir, je ne suis pas sur la défensive. Oui. Je ne suis pas traumatisé. Je ne suis pas déstabilisé. Je m'y attendais. Je savais que tout ça va échouer et que ça va rendre encore plus fort le pays de l'AES et ça va préparer la défaite du conglomérat de criminels, conglomérat global, piloté par l'OTAN, dans la globalité de l'entreprise, mais en particulier par le Tintin de l'Élysée, le petit criminel de l'Élysée, et ses sous-préfectures locales d'Abidjan, du Togo. Bon, ce sont les plus visibles, mais il y en a qui sont invisibles. Et ben, tout à l'heure, vous avez vu tout à l'heure le dossier sénégalais, je suis resté objectif, Oui. mais là, il faut dire la vérité, même l'État sénégalais ne joue pas franc jeu dans cette affaire. Je vous ai parlé la dernière fois d'une grande alliance géopolitique, otanesque, l'OTAN, dont le but, c'est-à-dire l'encercler d'abord oui. et de détruire l'AES. Je vous ai dit que l'événement géopolitique au XXIe siècle, dans le cadre de l'Afrique, évidemment dans le monde, c'est l'émergence de l'AES. Des Africains qui pour la plupart sont toujours étrangers aux affaires de leur continent, parce qu'ils ne croient plus à leur continent il y a très longtemps. Il y a longtemps que le continent, pour eux, c'est plus un fardeau qu'un plaisir. Ils se considèrent comme étant en transit. N'est-ce pas? Ils traversent l'Afrique pour aller dans leur vrai pays, l'Amérique, la France, les Occidentaux. Et quand ils sont là-bas, ils deviennent la diaspora. Ils commencent à narguer les gens, à donner des leçons, à regarder les gens de haut. C'est vrai que ce n'est pas toute la diaspora qui est comme ça, c'est évident. Mais beaucoup de membres de la diaspora, d'Africains devenus diaspora, se comportent comme ça. Oui. Donc, ils ne mesurent pas l'importance de l'AES. Mais l'OTAN, dans la géopolitique mondiale, l'AES, c'est-à-dire, c'est un événement extrêmement traumatisant. Et pour l'OTAN, il n'est pas question de laisser ça, Bachir. Et en particulier pour la France. Bachir, la France ne supporte pas qu'on l'humilie. Dans son rapport à l'Afrique, l'impérialisme français n'accepte jamais d'être humilié. Et elle a pour tradition de faire payer tout ce qu'elle considère comme étant des dynamiques qui l'humilient. La dynamique de l'AES, panafricaniste, est la plus grande humiliation qu'on a infligée à la France depuis au moins 300 ans. Écoutez-moi bien, Oui. depuis au moins 300 ans. C'est la plus grande humiliation qu'on ait infligée à la France depuis au moins 300 ans. Bachir, sauf si les panafricanistes ne sont pas conscients de leur mouvement, et beaucoup n'en sont pas conscients, la France est résolue à le faire payer très cher cet affront à l'AES. Vous n'avez qu'à voir la communication stratégique des médias français qui ont accompagné
qui ont accompagné ces événements-là. Mais ça se passe de commentaires. Ce n'est plus du journalisme, c'est de la sauvagerie. Ce sont des médias terroristes, c'est clair et net. Il fallait voir les différents journalistes, il fallait voir leurs visages. Des visages boursouflés, tendus, haineux. La différence entre les journalistes et les terroristes, c'est que bon, le terrain médiatique, là où il se trouve, n'est pas le terrain concret d'opération des terroristes, mais sinon, ce sont des terroristes, la plupart. Et vous voyez à travers ça la haine que transpire l'État français. La soif de revanche, Bachir, qui taraude l'État français. Et Bachir, c'est ça qui est en l'œuvre là. Moi, je vous dis, je n'étais pas surpris. Je vous ai dit ici que même certains figures maraboutiques et traditionnelles de ce point-là, ben, on parlait, et ce n'est pas de ma faute si il y avait une convergence dans cette alerte-là. Oui. Mais à la différence, je vous ai dit, il n'y a rien, Bachir. On les attend, ils vont se casser la gueule, et ça va nous renforcer, mon cher Bachir. C'est pourquoi je vous ai dit, je répète que, et je vous dis encore ce soir, je vais voir quel est l'État. Je veux voir comment l'OTAN allait réunir toutes les armées, même si vous réunissez toutes les armées du monde. Écoutez-moi, je parle français. Hein. Oui. Même si la Russie même changeait même de stratégie de démarche, même si la Assimi Goïta, les Tchad et consorts veulent retourner la faire, ils ne peuvent pas. Mais je parle comme ça. Oui. C'est ce que je vous dis. Donc je vous dis, je veux voir comment l'État de l'AS va tomber. Donc, Bachir, les coupables, on les connaît. Moi, je n'ai pas le temps à perdre à réciter les mêmes choses tous les jours. Il ne faut pas chercher, il faut faire les enquêtes. Bon, il faut des preuves factuelles, oui, plus détaillées. Mais je vous ai dit, j'avais dit, dès que l'AS a émergé, nous avons dit que vous le vouliez ou pas, vous êtes en guerre avec Abidjan. Et à travers Abidjan, vous êtes en guerre avec la France et l'OTAN. Nous l'avons dit, Bachir. Nous avons dit qu'il faut se méfier de Faure Yadema. Depuis 2 mois, c'est mon discours. Et j'ai dit aux gens, méfiez-vous, on fait des réunions, on fait la politique, la diplomatie, mais il faut faire attention. Il y a des gens avec qui on ne fait pas la diplomatie. Il faut faire attention. Parce qu'il y a des choses qui sont derrière, qui sont très fortes. Alors, M. Faure Yadema distrait l'État de l'AES. D'abord, il révèle la casquette de panafricaniste pour infiltrer, avec sa petite ruse qu'il a héritée de son père. Voilà. Il fait semblant d'être africain, d'être panafricaniste. Il développe un discours, il crée des réseaux, mais derrière, Bachir, je vous ai dit ici que Faure Yadema, sa mission, c'est de détruire l'AES, y compris en assassinant les dirigeants. Et je vous ai dit qu'il ne va pas procéder de façon physique. Je l'ai dit ici, non? Oui. Que lui, il a une responsabilité particulière. C'est de procéder de façon mystique. Beaucoup de gens ne connaissent pas à quel niveau les procédés mystiques pèsent dans la géopolitique. Beaucoup de gens, ils ne savent même pas. Ils pensent que quand les États se déplacent comme ça, les plénipotentiaires, c'est ce qu'on voit. Mais ce que vous voyez là, c'est rien. J'ai été invité au Mali et je suis allé au cœur de ce complot. Bachir, j'ai joué mon rôle. J'ai contribué à le casser, à le dénoncer à l'époque. Je vous ai dit ça ici. Et le président Assimi Goïta, à l'époque, a préféré de redresser la trajectoire que ces faussaires-là, prétendument panafricanistes, voulaient imposer à la dynamique qui était en cours, là, sous couvert de machins que l'Union africaine fait quoi, des histoires de panafricanisme, l'Union africaine, n'importe quoi, des bêtises comme ça pour distraire les gens. Donc, il y a eu ça, mais c'était que partie remise. Donc, je vous ai dit, il y a les bases d'encerclement, il y a les bases de l'OTAN au Sénégal, beaucoup de gens semblent ignorer. Vous avez des bases militaires américaines de l'OTAN en Mauritanie. Vous avez M. Faure Yadema qui assure l'interface politique et stratégique pour endormir les gens. Vous avez M. Doumbouya qui n'a pas retourné sa veste, mais qui a remis sa veste. Il avait enlevé pour tromper les gens comme Faure. Il a remis sa veste. Il a créé une base militaire française sur son territoire. C'est la deuxième mort de Sékou Touré. Ça fait pleurer. C'est aux portes du Mali. Oui. Je vous dis, c'est l'encerclement. Et les résultats sont tombés immédiatement. Mais les sanctions de ce truc qu'on appelle la francophonie, ce truc-là, mais ils ont levé les sanctions immédiatement contre Doumbouya. Donc maintenant, Doumbouya va porter les vestes et les tenues. Il est démocratiquement élu. Voilà. Mais pendant ce temps, les sanctions sont maintenues contre
les États de l'AES. Les choses sont claires, Bachir. Ces encerclements-là visent à coordonner des attaques comme celle que Bamako vient de vivre. Que ce soit au niveau des recrutements, que ce soit au niveau du financement, que ce soit au niveau de la gestion médiatique. Il y a toute une répartition de rôle qui est faite. Les médias français sont là pour assurer la gestion, l'accompagnement médiatico-stratégique. Évidemment que les services secrets français agissent en background. Donc, Abidjan, c'est la base. Monsieur Ouattara, il faut le comprendre, c'est sa survie. Il joue sa survie, il ne se cache même plus. Il est en première ligne. Ils ont des bases de managers. Même le Tchad, c'est incroyable. C'est-à-dire que des opérations partent du Tchad. C'est depuis longtemps que l'armée française considère que le territoire tchadien, c'est son territoire. Tant que les bases françaises ne sont pas chassées du Tchad, eh bien, on aura toujours affaire à ce genre d'opérations. Ils recrutent jusqu'au Nigeria, ils font des réunions jusqu'au Nigeria. Bref, c'est une grande organisation blanchie qui est financée à coups de milliards. Ils ont recruté des traîtres à l'intérieur du Mali et du Burkina Faso. Mais maintenant, tout à l'heure, vous avez des listes d'anciens ministres. Oui. Vous avez la liste jusqu'au président. Des anciens militaires. Tous habitent au Bachir. Ils résident à Abidjan. Et puis, le voyou de Damiba, vous connaissez où sa résidence, il est au Togo. Il est à Lomé, mon cher Bachir. Pour le cas malien, vous avez ce criminel qu'on appelle Oumar Mariko, un criminel. Il n'est pas sa première tentative, mais tout ça est coordonné depuis Abidjan, ouvertement. Ces gens-là, ils se sont prononcés, ils ont fait des sorties pour revendiquer, d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, ces attaques-là. L'attaque de Bamako et la volonté de déstabiliser totalement le Burkina en assassinant le président et en renversant les institutions. Bachir, cette conspiration réactionnaire, c'est dans la norme des choses. Vous ne comprenez rien en géopolitique, c'est la norme. C'est ce que les Sékou Touré ont vécu à l'époque. À l'époque, mais il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas la possibilité de les protéger. Alors, on a diabolisé leur réaction, c'est-à-dire l'autodéfense organisée par le président guinéen de l'époque et le peuple guinéen. Oui. On a dit c'est la dictature, et on a élevé Diallo Telli, pour ne pas parler des autres, au niveau du martyr universel qui soit. Et il était le symbole du caractère diabolique du régime de Sékou Touré. Mais on ne vous a pas dit que c'est 17 coups d'État organisés par la France pour assassiner Sékou Touré et le renverser qui n'ont pas réussi. Mais à l'époque, qui pouvait parler comme ça. Mais c'est la même chose que les régimes, les Sylvanus Olympio, les Sankara, mais c'est ça. C'est ça. Et à l'époque, c'était le Houphouët, les Senghor qui étaient en première ligne, le Omar Bongo. Donc, rien de nouveau sur le soleil Bachir. La différence, c'est que maintenant, le panafricanisme est debout, avec toute l'exigence géospirituelle possible. Je vous dis, nous verrons comment un seul État de l'AES va tomber. Et cette affaire, Bachir, ça se terminera une fois de plus par la défaite totale de la France et la chute du régime d'Abidjan. Pour ne parler que de ce régime. Moi, je ne parle pas de Fauré Yadema. Il croit qu'il est très malin, qu'il a reçu son coup. Voilà M. Talon. Il y a longtemps que nous, on l'avertissait. Il pense qu'il est très malin. Maintenant, Ouattara est dans le complot contre son ancien ami, Talon. Oui. Il est dans le complot, il est au cœur du complot. C'est démontré, Bachir. Et pourquoi on soupçonne M. Talon de vouloir quitter la CEDEAO. Vous voyez comment les crocodiles, entre eux, se bouffent, comment les criminels, entre eux, se bouffent, parce que c'est comme ça, le monde, c'est comme ça. Ça se passe comme ça. Quand tu n'es plus utile, quand tu ne joues pas bien ton rôle, là-bas, il n'y a pas de cadeau, tu descends. Tout ça va se solder par la défaite davantage. La France, c'est une malédiction qu'elle porte. Elle lutte contre une malédiction contre laquelle elle n'a aucun moyen. Oui. Elle n'a aucun moyen. Macron n'est que le porte-étendard suprême de cette malédiction. Il en est le reflet suprême. Donc, plus la France va s'agiter, plus ses défaites seront extraordinaires. Et, Bachir, je vous le dis, ça se terminera par la chute de ce régime-là. Bachir, on ne comprend pas qu'un régime prenne sur lui d'être la base de déstabilisation de d'autres régimes. Mais M. Ouattara se prend pour qui? Bon, allez, c'est le plus grand traître de l'histoire de l'Afrique. Peut-être qu'on parle de lui, il est content, mais on parle de lui seulement pour dire qu'il est le plus grand traître de l'histoire de l'Afrique. Oui. Il est la plus grande catastrophe qui a frappé le continent. Mais lui pense qu'il est éternel, il est très fort.
ben, tout ça finira par se retourner contre lui. Parce qu'il faudra bien qu'il réponde de ces actes tôt ou tard. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Maintenant, en dehors de ces États, Bachir, il faut que les panafricanistes, les vrais, comprennent que le combat panafricaniste, c'est un combat conscient. Bachir. Un combat conscient. C'est-à-dire que ce qui est vrai pour les États, là, est valable pour vous. C'est-à-dire que, il ne faut pas rêver, la France considère que nous les avons humiliés. Il ne faut pas rêver. Nous sommes dans le collimateur de l'OTAN de la France. D'ailleurs, la maison mère, par son dirigeant, Justin Tago Afrimédia, il y a un épisode qu'on a vécu, il a été interdit d'entrer aux États-Unis alors qu'il avait tous ses papiers. La ville a cessé d'être internationale parce qu'il fallait punir, n'est-ce pas, tout ce qui symbolise le panafricanisme. Donc, il ne faut pas rêver. C'est un combat de conscience. C'est pour ça que voilà, nous on vous dit, il faut qu'on soit conscient de ça. La France, les Occidentaux ne tolèrent pas ce type d'humiliation et ils feront tout pour se venger. Mais c'est dans cette furie vengeresse qu'ils vont se perdre. Président Bandakani, je vais quand même poser la question, parce que beaucoup de nos téléspectateurs m'écrivent. C'est vrai que c'est une sorte de bis repetita, mais on l'a dit, la répétition, c'est la mère des sciences. Président Bandakani, la question qu'on nous pose à chaque fois, c'est pourquoi est-ce que ça semble très facile de recruter des terroristes, des mercenaires pour ces sales besognes? Dans le cas du Mali, 2 milliards de francs à se partager à tous ces gens-là, maximum, puisque la vidéo que nous avons reçue, malheureusement, on ne pourra pas la diffuser puisqu'il y a certains visages découverts. Les jeunes qui étaient arrêtés, puisqu'ils parlaient en langue Peul, et on peut capter quelque chose, vous le savez, je parle cette langue. Donc, ils disaient, chacun d'eux devait avoir 2 millions de francs CFA pour aller mourir de la sorte, président Bandakani. Pourquoi est-ce que ça semble facile, vraiment, ce genre de recrutement? D'abord, Bachi, c'est une très vieille tradition qui est un marqueur historique de la rencontre de l'Afrique, entre l'Afrique et l'Occident. C'est la création des conditions et les modalités qui ont rendu irréversible et quasi, bon, il ne faut pas utiliser ce mot, je veux dire extrêmement durable, la trahison. C'est-à-dire, c'est profond. C'est-à-dire, il y a une race de traîtres qui se reproduit historiquement, de génération en génération, sur la base d'une matrice fondamentale qui a été imposée dès la rencontre avec l'Occident. Bachir, les bases de cette matrice sont au-delà de la géopolitique classique et de l'histoire physique. Tous les enquêteurs, tous ceux qui étudient ce qui se passe au Mali et au Burkina savent qu'il y a une action extraordinaire de marabouts, de féticheurs, etc., qui précède ça. Il ne faut pas simplifier ça, Bachir. Les gens n'investissent pas les milliards dans, nous appelons ça comme ça, la magie noire, etc., des pratiques, au hasard, s'ils ne trouvent pas le compte. C'est le travail de M. Ouattara, il ne fait que ça. Les dirigeants français font ça. Il ne faut pas rêver. Ils font ça. Tous les dirigeants français, on connaît leur pratique depuis De Gaulle en passant par Mitterrand, tout ça. Ils cherchent les marabouts partout, matin, midi, soir. Ça. Mais je vous dis, les services secrets, ils font ça. Quand je vous ai parlé ici du rôle de Faure Yadema, je vous ai dit que Faure Yadema, sa mission, elle est purement mystico-ésotérique. Je vous ai dit ça. Je vous ai même dit ici que lors des rencontres, il ne faut pas qu'Assimi Goïta rencontre les gens comme ça. Il faut même pas que les Tchani rencontrent les gens comme ça. Parce qu'il suffit chez d'une salutation, c'est fini. Le coup est parti. Ça se prépare. Vous voyez des gens devant vous, ce sont des monstres. Ce ne sont pas des humains. Ils sont tellement versés dans la magie noire que vous ne savez pas de quoi ils sont capables. Vous parlez de quoi? Donc, il y a cette dimension-là qui est matricielle. C'est ça qui a... Mais ça ne se voit pas beaucoup. C'est à la base, ce que j'appelle la matrice historique qui crée, fabrique, reproduit, accouche et entretient cette lignée de trahison et de traître qui ne s'interrompt pas. Alors, ça c'est le fondamental. Et c'est des choses qui ont été travaillées chez nous avec l'arrivée des missionnaires dans une certaine dimension. Je n'entre pas dans certaines querelles, vous savez, c'est pas dans ça. Mais
C'est un fait. L'arrivée des missionnaires, Bachir, et les premiers occidentaux qui sont arrivés chez nous, les Portugais, etc., ils ont fait beaucoup de travail, Bachir. Ils ont fait beaucoup de travail à ce niveau-là. Donc, cet environnement-là, Bachir, il est continuellement entretenu par des sacrifices, comme fait un offre que vous ne connaissez pas, on entretient ça, Bachir. Voilà pourquoi toute opération terroriste, toute opération de guerre, toutes les attaques sont précédées, Bachir, par un ensemble d'actions mystico-stratégiques. Regardez le comportement de la rébellion ivoirienne à l'époque. Vous n'avez pas entendu tous les rituels qu'on faisait là-bas? Les Ivoiriens qui m'écoutent savent ce que je suis en train de leur dire. Bon, c'est parce que le discours rationnel qui est propre à la géopolitique ne donne pas le temps d'insister sur ce genre de choses. Oui. Voilà. Mais c'est un fait pour répondre de manière claire aux interrogations les uns des autres. Oui. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'activation permanente de la matrice. Il y a les dimensions institutionnelles. C'est-à-dire que vous avez des États qui n'existent que pour faire ça. Ces États-là servent de base à l'entretien de la continuité terroriste. Vous avez des États qui sont là. Ça a toujours existé, ces États. Ça a toujours existé. Même avant l'arrivée, c'est des lignées qui existent depuis cette rencontre-là. Et cette tradition militaire de trahison, de mercenariat existe depuis, Bachir. Et les réseaux terroristes savent activer ça. Vous avez des peuples africains, des tribus en Afrique, qui ne vivent que de ça. On connaît quand on veut prendre recruter les terroristes, ce n'est pas qu'on va recruter. Oui. C'est historique, on connaît. Oui. Ça se fait en silence. Oui. Pour ne stigmatiser personne, je vois votre... Je vous dis, on connaît, c'est pas le hasard. Ces tribus-là fournissent depuis la nuit des temps. Et ce sont des familles qui vivent de ça. C'est un commerce qui est nourri, entretenu à l'insu des gens. Les gens vivent comme ça, ils voyagent, ils montent, ils descendent, mais ils ne connaissent pas ce qui se passe sur le continent, en réalité. Lorsqu'on vient ici expérimenter toutes les pandémies là, les qui sont au courant? Mais qui est-ce qu'on utilise? Des docteurs africains, il suffit qu'on lui miroite une maison aux États-Unis, machin. Mais ils vendent père, mais ils vendent tout le monde. Parce que pour lui, dans sa tête, mais aller avoir une maison aux États-Unis fait de lui le noir le plus brillant de son époque. Il y a cette médiocrité africaine qui est profonde, Bachir. Il y a une médiocrité africaine. Et il est important de rappeler ça, alors que, bon, on a tendance à faire comme des enfants, à convoquer la grandeur africaine parce qu'elle est nécessaire. Elle est même indispensable. Mais il ne faut pas cacher la médiocrité. C'est une médiocrité qui est là. Et elle est profonde, Bachir. Donc on entretient ça. Des États sont là pour ça. Des universités, des églises, des chefferies traditionnelles. Tout ça, on utilise, il y a des plans, tout ça. Et activer les bourses, les trajectoires, soi-disant universitaires intellectuelles, le milieu des affaires. Ah, et maintenant, alors Macron est venu vous dire ce que vous ne vouliez pas entendre depuis. Le milieu des musiciens. Oh, oui, je vois ta tête. Les footballeurs. Avec vos légendes. Voilà, vos légendes. Qui sont prêts à tout pourvu qu'on puisse les inviter aux réunions de la FIFA. Et puis il faut qu'on prenne des photos de temps en temps avec les chefs d'État pour narguer les gens. Donc, attendez, mais tout ça, j'allais oublier la dimension ésotérique, les fraternités ésotériques. Mais des gens font des pactes, Bachir. Dans ces réseaux-là, les gens font des pactes. Et quand ils font des pactes, Bachir, on sait la secte, la confrérie, avant le pays. Est-ce que vous le savez? Alors quand Macron vous parle de l'intimité, qu'est-ce que vous croyez? C'est quoi l'intimité? Il faut bien voir ce que ça veut dire. Ça veut dire que les services secrets de ces pays-là sont à l'œuvre pour organiser les réseaux terroristes. C'est-à-dire qu'il y a une façade africaine au niveau militaire. Oui, on peut par exemple, écoute, quand vous étudiez le discours français, la manière dont les médias français encouragent, il y a une véritable sorcière qui, ancienne directrice de RFI, Bachir, ne lui faisons pas l'importance d'appeler son nom. C'est une vaurienne, mais les gens savent de qui je parle. Elle dit que non, aujourd'hui, le pouvoir malien martyrise les Peuls, martyrise les Touaregs. Les Peuls, les Touaregs, comprenez la démarche. Alors, bon, je vous ai dit, je ne veux pas entrer dans certains détails parce que je ne veux pas entrer dans ce jeu de cette vieille géo-ethnique que la France manipule pour ses intérêts. Les Peuls, les Touaregs, eh bien,
il y a toujours quelques Touaregs qu'on va trouver. Et comme dit, ils vont prendre les armes. Et pourquoi? Ils se battent pour leur indépendance. La cause la plus noble de tous les temps. Ils se battent pour leur indépendance. Évidemment, Bachir, on le mettra devant. Mais qui va voir le service secret français qui est là caché, qui lui mettait les opérations, formait des gens à des maniements des armes, même de première et dernière génération, etc., pour aller opérer Bachir. Mais vous ne le voyez pas. Donc, c'est pour dire à ce monsieur que non, c'est entretenu. Maintenant, mais il faut être naïf ou... Bon, il n'est pas naïf, mais peut-être il ne comprend pas. Oui. Mais des légions et des légions de mercenaires existent depuis la nuit des temps. Ça a été l'histoire de l'Occident. Et depuis les dernières guerres mondiales, l'Occident n'a jamais cessé d'entretenir des légions de mercenaires et de terroristes. Bon, à qui on a souvent couvert, on a donné des causes qui ont souvent couvert. Ce sont des légions soi-disant islamiques, ce sont des rebelles qui luttent pour l'indépendance de tel territoire, etc. Mais en réalité, et depuis la fin de la guerre froide, Bachir, je n'ai cessé de le dire aux gens, quand la guerre froide s'arrête, Gorbatchev dit à Reagan, tu vas beaucoup souffrir parce que tu n'as plus d'ennemis. Et Reagan s'adresse à l'État profond américain et dit, on a un problème sérieux. Si on n'a plus d'ennemis, tout ce complexe militaro-industriel va s'écrouler, ou bien il faudra qu'on lui donne un nouveau travail, ça sera contre la population, c'est pas tenable. Il faut fabriquer rapidement un nouvel ennemi. On a trouvé un nom, le terrorisme. Et du coup, on a commencé à convertir les groupes qu'on a longtemps instrumentalisés pendant la guerre froide. On leur a donné du travail, Bachir, on leur a donné en Syrie. Maintenant, l'Ukraine, voilà l'Ukraine qui, nouveau laboratoire, on a déjà fabriqué des centaines de milliers. Quand ils vont déserter le terrain, quand le front ukrainien va finir, ou quand on va les amener où? On l'a fabriqué en Libye, etc. Bachir, vous vous rappelez, il y a des années, nous avons parlé de cette légion d'armées de terroristes qui pullulent en Afrique, oui. Qui vont de forêt en Afrique, Bachir, qui nous a écoutés. On a dit que c'est le plus grand défi qui se pose aux armées africaines, aux peuples africains, maîtriser ces terroristes-là. Donc c'est ça qu'on active tous les jours. Chaque guerre civile entretient sa légion de terroristes. Quand ça finit, ils sont au chômage, ils deviennent des trafiquants de ceci, etc. Tout ça est comme ça. Ça permet de nourrir les récits de vos prétendus stratèges qui vous racontent des histoires que non, c'est un trafic transfrontalier, des bêtises comme ça, qui sont derrière tout ça. Alors que lorsqu'il n'y a pas de travail, on se reconvertit dans le trafic. Mais quand il y a du boulot, on laisse le trafic, on fait son vrai travail. Oui. Aller attaquer les États, aller faire du terrorisme, pour le compte de la plus grande entreprise criminelle de tous les temps, le complexe militaro-américain, l'OTAN, et tout ce qui a été mobilisé pour coloniser les peuples Bachir. Toutes ces armées-là sont battues. Elles n'ont jamais cessé d'exister, Bachir. La décolonisation n'a pas tué ces armées, cette bande de mercenaires, qu'on n'a pas cessé d'entretenir dans ces réseaux-là. Président Bandakani. C'est pour ça qu'ils ont une très forte connaissance du terrain. Ils maîtrisent les ressources internes de nos États et ils peuvent frapper. Souvent, ils peuvent frapper, même quand l'armée monte en puissance, comme au Mali, au Burkina, ils peuvent frapper et venir s'asseoir sur le plateau médias français, insulter les armées de ces pays, dénigrer le pays, etc. Nous essayons de joindre le ministre Seydou Traoré du Mali pour apporter un peu d'eau dans notre moulin dans le cadre de cette thématique. On verra si la liaison pourra être établie. Mais en attendant, président Bandakani, comment vous appréciez l'apport de la Russie, notamment au niveau des pays de l'AES. Je le dis en rafraîchissant avec l'actualité, les ministres de sécurité de l'AES étaient reçus en audience par le président Assimi Goïta avec à leur côté un officiel russe, et au sortir de l'audience, ils ont annoncé qu'avec l'apport de la Russie, les pays de l'AES se préparaient à lancer un satellite de communication pour les renseignements sécuritaires. Quand vous écoutez la propagande criminelle des médias français, vous ne citez que ces médias-là, est-ce qu'on dit un mot de l'AES sans parler des supplétifs Wagner? Les supplétifs sont les institutions, les diabolistes. C'est pas le hasard, non. Non, il n'y a pas de commentaire à faire, c'est un fait. La Russie est notre allié stratégique. Et si elle n'était pas là, je vous assure, je ne sais pas où on en serait. Sans tomber dans une dépendance russe,
faut reconnaître l'importance de leur présence. La Russie a une grande expérience dans la guerre antiterroriste. La Russie a une grande expérience dans ce qu'on appelle la guerre stratégique, l'armement stratégique, les technologies de pointe qui permettent de gérer les renseignements. Aujourd'hui, sans les renseignements, on ne peut pas combattre le terrorisme. On a une époque où ce sont les drones qui règnent, etc. Donc, la Russie est en pointe dans ces registres-là. Il est important que les Africains en partenariat avec la Russie rattrapent ce retard à ce niveau-là. Donc c'est une très bonne nouvelle. Un satellite de renseignement, c'est extraordinaire. Tout ça, ça prépare le terrain. Ils ont dit satellite de communication qui aiderait dans les renseignements et puis au niveau de la communication elle-même. Ça va permettre d'anticiper sur les agitations du criminel d'Abidjan et son patron français. Ça permettra de maîtriser la guerre informationnelle, et tout ça donnera les moyens à l'armée de mieux se déployer et de mieux sécuriser le territoire, les différents territoires de l'AES. Donc, c'est une très bonne nouvelle. On ne peut que saluer ce partenariat. Mais une fois de plus, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas sa mission de remplacer les armées nationales, de remplacer le génie africain en matière de guerre, en matière de maîtrise de ce qu'on appelle les lois asymétriques de la guerre. Parce que là, on est en pleine, vous voyez très bien, on est en pleine asymétrie. Oui. On est en pleine asymétrie. Donc, il faut qu'on continue à peaufiner, à perfectionner nos savoirs en la matière. Bachir, l'expérience faisant la compétence, je vous assure, toutes ces attaques-là renforcent tout là. D'ailleurs, regardez aujourd'hui. Alors, lorsque l'événement a eu lieu, les médias français ont dit oui, c'est n'importe quoi, c'est la catastrophe, il y a Tinzawaten, maintenant il y a Bamako, on dit monter en puissance, c'est zéro, c'est n'importe quoi. Bon, observez maintenant. Vous n'avez pas vu que le bavardage a cessé? Oui. On n'est pas observé? Parce que bon, vous envoyez les gens au casse-pipe, on les attrape, ils commencent à parler, vous vous taisez. Parce que maintenant, tout ce que vous allez planifier, maintenant, quand vous allez écouter, si vous écoutez le ministre de la Défense, là, porte-parole du ministère de la Défense, oui. Bon, quand tous vos plans sont dehors, vous faites encore quoi? Bachir qui est bête. Mais croyez prendre qui est pris, Bachir. Oui. Croyez prendre qui est pris. Donc, c'est en route vers la victoire, Bachir. C'est inséparable de ce type d'événement. On va recevoir des coups. Mais Bachir, la victoire, comme je dis souvent, nous combattons dans la victoire. L'AES combat dans la victoire. L'AES combat dans la victoire. On n'en a pas terminé, président Bandakani. Je suis là pour répondre. Très bien. Nasser, je crois que le ministre Seydou Traoré doit déjà être disponible, selon le message que je reçois à l'instant. Est-ce qu'on peut le retrouver? Vous nous mettez en liaison, Nasser? D'accord. Voilà, je rappelle que juste après, on va aborder le Burkina Faso et puis donner la parole à nos téléspectateurs, comme c'est le cas tous les jeudis soirs sur les antennes de Pan-African Media. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est bien l'émission Presse Géopolitique. Et ce soir, on s'ouvre totalement au pays de l'AES. C'est bon avec Bamako? D'accord, pas encore. Eh bien, président Bandakani, pour sortir, certainement j'avais déjà posé cette question-là, le Mali, comment est-ce qu'il pourrait résister à ces attaques multiples? Et on le disait déjà la semaine dernière, malheureusement ce ne sera pas la dernière attaque. Mais les échecs participent d'une éducation stratégique du peuple malien. Oui. N'oubliez pas ça. Parce que d'abord, les traîtres vont être démasqués. Et puis il y aura une montée en puissance de la prise de conscience, mais les Maliens sont déjà très avancés dans cette prise de conscience, sur les dangers qui pèsent sur ces révolutions-là. Oui. Donc, vous savez, on peut tirer un bien d'un mal. Donc, à force de vouloir de continuer à mettre sous pression ce régime, ces régimes-là, mais on crée une culture de la résistance. Une nouvelle culture populaire émerge dans le sens d'une vigilance populaire, de ce que j'appelle Bachir, le partage de la vigilance. Oui. Alors, et du coup, ce n'est plus seulement à l'armée du Mali que vous aurez affaire. Vous aurez affaire à chaque citoyen malien, pour la plupart. Bachir, il y aura toujours des traîtres, mais l'immense majorité des Maliens vont devenir des soldats. Oui. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se faire, puisqu'il y a, voilà. il y a
Voilà l'alliance des peuples de l'État du Sahel également qui a été déjà mis en place. Alors, nous sommes en liaison avec le ministre Seydou Traoré, en direct de Bamako. Monsieur le ministre, bonsoir. Oui, bonsoir Bachir. Voilà, merci de nous faire l'honneur de partager... bonsoir au professeur Vandakani. Voilà. Merci. Merci, monsieur Alors, le ministre. Éminent expert. Merci, monsieur le ministre. Alors, monsieur le ministre, nous parlons de l'AES, zone dans laquelle vous êtes d'ailleurs. Vous avez combattu, pour nous qui vous suivons depuis de nombreuses années, on sait tout ce que vous avez apporté dans le cadre de l'édification, la conscientisation de nos jeunes compatriotes du côté des pays de l'AES. Aujourd'hui, avec la naissance de ces États qui fondent une confédération, est-ce qu'on peut dire mission accomplie? Oui, mission accomplie, mais énormément à faire. Ouais. Allô? Oui, on vous écoute très bien. Voilà, énormément à faire. Et il faudrait, à l'intention de l'élite africaine, et particulièrement de la jeunesse, Oui. rappeler que l'AES est en droite ligne de ce que voulaient les présidents en 1963, lors de la création de l'OUA, les présidents qui voulaient une Afrique fédérale. Oui. Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Gamal Abdel Nasser, le roi Hassan II du Maroc, Modibo Keïta et autres. Il faudra rappeler également qu'à la même période, Senghor et Houphouët-Boigny, à la tête d'un autre groupe de présidents, se battaient contre l'Afrique fédérale. Aujourd'hui, avec la naissance de l'AES, nous retrouvons les mêmes pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, au sein de la CEDEAO, qui constituent en fait un frein à cette Afrique fédérale. Et c'est malheureux. Très bien. C'est malheureux. C'est d'autant plus malheureux qu'aujourd'hui, le Sénégal, qui avait suscité un espoir avec le couple Faye-Sonko ou Sonko-Faye, selon les cas, aujourd'hui est devenu la tête de proue de l'OTAN qui veut casser l'AES, qui veut casser l'espoir d'une Afrique fédérale naissante avec la confédération de l'AES. Très bien. Alors aujourd'hui, la plupart des pays de l'AES sont victimes de nombreuses attaques. Alors, et tout à l'heure, le président Vandakani le disait, en fait, la création, la naissance de l'AES est le plus grand coup géopolitique porté à l'Occident depuis au moins 300 ans sur le continent. Alors, ces attaques, monsieur le ministre, pensez-vous qu'elles vont s'arrêter de sitôt? Les attaques ne vont pas s'arrêter de sitôt. Il faut se référer à l'histoire pour comprendre certaines choses. Et Faidherbe, qui était le gouverneur général de l'AOF, de l'Afrique occidentale française, a fortement étudié les sociétés, les ethnies et les communautés de l'Afrique. Oui. Il s'est particulièrement penché sur le cas des Peuls. Et il a écrit à Paris pour dire que si la France veut s'installer durablement en Afrique, francophone, bien sûr, de l'Adamawa à Dakar, il faudrait que la France réussisse à opposer les Peuls entre eux et opposer les Peuls à leurs voisins. Ça, c'était un écrit de Faidherbe, jalousement gardé dans les tiroirs à Paris. Et je crois que c'est ce qui est ressorti maintenant. Et cela en cohérence avec la vision des États-Unis, qui en 1979, pour déloger l'URSS de l'Afghanistan, a armé des jeunes talibans. D'où la naissance du mouvement djihadiste moderne, en réalité, qui en connexion avec la vision de Faidherbe que Paris a ressorti des tiroirs, aujourd'hui crée le désordre en Afrique et dans le Sahel. Boko Haram a été créé au nord du Cameroun, et ce phénomène s'étend progressivement jusqu'au golfe du Bénin aujourd'hui. Ouais. Ce n'est autre que l'application stricte de ce que Faidherbe a conseillé à Paris, qui a aujourd'hui une stratégie globale au sein de l'OTAN. Ça ne va pas s'arrêter de sitôt,
si très rapidement les différentes communautés africaines, l'ensemble des pays africains ne comprennent pas cela et fassent bloc, parce que la visée derrière tout ça, créer le maximum de désordre, tuer des Africains pour pouvoir exploiter les ressources stratégiques du sous-sol africain. Alors, les éléments d'enquête liés aux dernières attaques de l'école de gendarmerie à Bamako et puis tout à côté de l'aéroport international ont révélé, les éléments à notre disposition ici, ont révélé encore une fois l'implication de Paris dans ces attaques. Monsieur le ministre, êtes-vous surpris? Non, du tout. Moi je ne suis nullement surpris. Oui. Et le MNLA, c'est-à-dire toute la problématique de Kidal, que la France voulait transformer en un territoire ou département d'outre-mer qui a échoué, toute la problématique de Kidal, nous l'avons vu, c'est le MNLA créé par les services de renseignement français qui était en connexion structurelle et intelligente déjà avec les terroristes. Et pour venir au nord du Mali. Oui. Et il y a en 2021 déjà, le directeur général des services de renseignement français, comme par miracle, parce que peut-être qu'il lit dans les boules de cristal, prévient que les terroristes seront au Bénin bientôt. On était en 2021. Oui. Et aujourd'hui, le terrorisme est dans le golfe du Bénin. Donc, c'est une stratégie savamment montée qui est là, que le Mali a documentée au Conseil de sécurité des Nations Unies à travers une plainte. Et jusqu'aujourd'hui, cette plainte, malheureusement, est dans les tiroirs au niveau des Nations Unies. La communauté dite internationale ne veut pas en discuter. Parce que si on en discute, il y aura non seulement l'Occident qui sera indexé, il y a également pas mal de pays du Golfe qui seront indexés. Les experts européens sont unanimes aujourd'hui et le financement du terrorisme ou du djihadisme dans le Sahel, il y a le Qatar, il y a l'Arabie Saoudite. Et pourtant, ce volet est complètement tué aujourd'hui dans nos pays et comme par enchantement, il faudrait que nous ayons le courage de poser les problèmes de façon globale. Et l'Occident et l'Orient face à un bloc qui est celui de l'Afrique pour que cessent ces tueries. La vie de l'Africain ne semble pas compter par rapport aux ressources stratégiques du sous-sol africain. D'ailleurs, le Sénat américain, dans un mépris énorme, a pris une loi en 2022, avril 2022, pour menacer quiconque qui permettrait à la Russie d'accéder aux ressources stratégiques du sous-sol africain, parce que ce serait contraire aux intérêts des États-Unis. Quel mépris! Très bien. Il n'y a aucun pays africain, à part l'Afrique du Sud, qui ait contesté cette loi. Et elle est encore en vigueur. Très bien. Alors, monsieur le ministre, pour sortir, et justement, vous avez évoqué la Russie. Comment appréciez-vous son apport auprès des pays de l'AES? Mais la Russie est un partenaire stratégique qui est, j'allais dire, honnête et loyal dans sa coopération. Et on ne parle pas de philanthropie quand on parle de relations de pays à pays. Oui. Mais il faut le respect égal. Il faut que les objectifs des uns et des autres soient clairs. Et c'est cela aujourd'hui que la Russie est en train de faire dans les différents pays de l'AES. Et par rapport à cela, j'avoue que je suis un peu... Je suis dessus, même pas un peu, de l'attitude de la Chine. Cet autre ami et de l'Afrique
qui reste timoré et très timide par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Moi, je dis bravo à la Russie, bravo au peuple russe. On veut affaiblir cette puissance par des guerres en Ukraine afin de pouvoir s'accaparer et asseoir la domination de l'Occident. Il faut rappeler que le Pentagone a commis Rand Corporation, un think tank américain, pour étudier comment affaiblir la Russie à long terme afin que les États-Unis puissent garder leur suprématie. Et ça ne marchera pas. Très bien. Merci à vous, monsieur le ministre, pour le temps consacré. Merci, Bachir. Voilà. Bonsoir à vous, bonsoir à tous vos auditeurs. Encore félicitations. Merci infiniment. Merci infiniment. Et j'encourage l'Afrique entière à soutenir cette chaîne-là. Oui. Et je vous promets, ma modeste contribution vous parviendra. Contribution d'un retraité paisible au Mali. Merci infiniment, monsieur le ministre, comme toujours, cette grande générosité. Alors, président Mandakani. On salue, monsieur le ministre. Voilà. On apprécie sa contribution. Oui. Et puis sa grande expérience sur ce dossier-là. Oui. Bien évidemment, c'est un homme d'État. Oui. Voilà. Nous saluons particulièrement. Merci, président Mandakani. Alors, à présent, on va aller au Burkina Faso. Parce que là-bas, ils n'ont pas fait aussi dans la dentelle. Bien sûr. Le ministre de la Sécurité, quand il a pris la parole, Mahamadou Sana, il a cité nommément. Le linge sale est dehors. Le linge sale est dehors, comme Tout on est dit. dehors. Alors, pour ne rien inventer, je vais demander à Nasser Ladan de nous passer l'intégralité de la déclaration du ministre de la Sécurité du Burkina Faso, Mahamadou Sana. Nos services de renseignement, en collaboration avec ceux de l'Alliance des États du Sahel, suivent de près un vaste réseau de déstabilisation orchestré depuis l'extérieur et dont les ramifications internes menacent notre souveraineté nationale. Nous souhaitons vous exposer les faits qui illustrent l'ampleur de ces manœuvres ainsi que les actions résolues prises pour y faire face. Il est porté à la connaissance du public burkinabé et de la communauté internationale que des individus résidant en République de la Côte d'Ivoire se sont activés dans une entreprise de subversion contre notre pays. Ces acteurs du chaos, appuyés par certains services de renseignement de puissance occidentale, sont constitués aussi bien de civils de divers profils que des militaires et anciens militaires ayant quitté le territoire national pour participer à des opérations de propagande et de déstabilisation. Grâce au suivi permanent de leurs activités, nous avons pu déjouer plusieurs tentatives de déstabilisation, aussi pernicieuses qu'incessantes. Face à ces échecs répétés, ces individus sans foi ni loi ont opté pour un énième plan. Ce énième plan consistait d'une part à signer un contrat avec des groupes terroristes baptisés les Centraux et d'autre part à leur donner des formations spécifiques dans la zone du centre-est pour la prise d'objectifs qui ont été consignés dans leur contrat. Ils devraient en premier lieu mener des actions violentes contre des civils innocents, puis en second lieu s'attaquer non seulement à des institutions de la République, mais aussi à plusieurs autres points sensibles. La première attaque précurseur de cette opération était celle de Barsalgo le samedi 24 août 2024, qui consistait à massacrer le maximum de populations civiles pour créer le désarroi et le chaos au sein de ces populations et ébranler de ce fait la nation entière, facilitant ainsi l'exécution de l'action principale. Le plan prévoyait l'infiltration de plusieurs groupes terroristes. Le premier groupe, chargé de mener l'action principale à partir du 29 août 2024, était composé de 150 terroristes venus du centre-est. Ils devraient se diriger vers la zone de Sapui, puis remonter sur Ouagadougou en vue de prendre le palais présidentiel à Koulouba. Le deuxième groupe devrait attaquer la base de drones militaires pour empêcher toute riposte de nos forces. Le troisième groupe, venu du territoire ivoirien, avait pour objectif de mener des attaques dans la zone de Mangodara pour disperser nos forces combattantes. D'autres groupes devraient cibler l'aéroport pour bloquer tout renfort extérieur, notamment la pose de tout aéronef ami. Durant ces investigations,
nos services de renseignement ont été alertés de l'arrestation de 2 individus suspects sans papier d'identité à un poste de contrôle à l'entrée de la ville de Niamey le 29 août 2024. Après des auditions rigoureuses, ils ont révélé être accompagnés d'un certain Akouchi qui avait déjà passé le 10 postes de contrôle. Ce dernier a été arrêté plus tard, le lendemain, le 30 août 2024, à la gare Rimbo, à Niamey, alors qu'il tentait de s'échapper. Des vérifications d'identité faites, il s'est avéré que le dénommé Akouchi n'est rien d'autre que le commandant Ahmed Kinda, précédemment chef de corps des forces spéciales. Censé normalement être en stage au Maroc, il s'est révélé être le chef des opérations de toutes ces attaques tristement planifiées. Les 2 individus suspects se sont révélés être en réalité 2 chefs terroristes, nommés Ousmane Abdoulaye et Amadou Idrissa. Toutes ces arrestations ont permis de dénouer une grande partie du complot et de mieux comprendre les manœuvres visant à déstabiliser notre nation. Ils ont été transférés plus tard au Burkina Faso. Une opération spéciale antiterroriste a été dès lors immédiatement lancée en lien avec ces projets de déstabilisation. Les premières investigations ont révélé que ce complot était orchestré par des ressortissants burkinabés résidant à l'étranger, dont M. Aziz Diallo, ancien maire et député de Dori, travaillant actuellement en Centrafrique au compte d'un organisme international. Il est l'un des cerveaux présumés de cette conspiration. Sous le nom de code Ahmed le Centro, il est en contact avec un groupe terroriste de l'État islamique au Grand Sahara, EUGS, à travers un de ses oncles installé dans la ville de Dori. 2. M. Ousmane Moumouni Raouni Diallo, oncle de M. Aziz Diallo, ancien combattant de l'EUGS, ancien coordinateur des négociations avec le groupe terroriste sous l'ancien président Damiba. 3. M. Aziz Dabo, ex-agent de l'Agence nationale de renseignement ANR, en fuite, connu sous le nom de code Lionel. 4. M. Abdoulaye Bari, connu sous le nom de code Le Voyageur. Il est le lien entre les puissances occidentales, les terroristes et la partie militaire. 5. Un certain Serge Mathurin, journaliste nigérien d'origine ivoirienne, représentant Le Voyageur au Niger. Il a hébergé le commandant Ahmed Kinda la nuit du 29 août 2024 pour lui permettre de s'échapper et devrait faciliter également l'infiltration de tout le commando à l'est du Burkina Faso. M. Abdoulaye Bari lui avait demandé de garder par devers lui 4 téléphones satellitaires de marque Touraya destinés aux opérations funestes. 6. M. Djibril Yipene Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. 7. M. Newton Ahmed Bari, ancien président de la CENI. 8. M. Alpha Bari, ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. 9. Le commandant François Zungrana, alias César. 10. Le commandant Herman Zongo, qui renseignait sur les positions des vecteurs aériens et des mouvements de l'armée. 11. Le commandant Joanny Compori, ancien directeur général de la SONABI, qui recherchait des drones kamikazes. 12. Le colonel Zala, travaillant dans le système des Nations Unies en Centrafrique. 13. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago Damiba, alias le Patriarche, qui dirige le volet militaire de ce complot. 14. Le lieutenant-colonel D. Romeo Woba, alias Rodriguez, qui est le chef du centre des opérations à Accra. 15. Plusieurs autres officiers à l'extérieur du pays sur lesquels les investigations se poursuivent. Ces déstabilisateurs, en collaboration avec des complices à l'intérieur du pays, menaient des actions de désinformation massive et utilisaient des pratiques occultes pour s'aimer la confusion et la division.
Plusieurs marabouts ont été consultés par M. Abdoulaye Bari, alias le voyageur, qui s'est fait aider par le sergent-chef Tendano, alias Taylor, ancien élément des forces spéciales qui sera arrêté plus tard par nos services de renseignement. Ce dernier donnait des renseignements à l'ennemi et avait en charge de recruter des éléments pour les opérations de déstabilisation. Il a en outre pris contact avec son père, marabout très connu dans la zone de Bogandé, afin qu'il travaille à ce que les infiltrations des terroristes se passent très bien. Suite à l'arrestation du commandant Ahmed Kinda, alias Akoshi, et des 2 chefs terroristes, il avait été convenu dans un premier temps de ne pas divulguer l'information pour permettre ainsi nos services de découvrir toute l'étendue du réseau. Les communications interceptées ont révélé l'implication de plusieurs opérateurs économiques dans le complot. Des enregistrements de ces communications seront bientôt diffusés au public dans les prochains jours. D'autres leaders de la société civile participant aux échanges via un groupe WhatsApp dénommé IB Dégage sont également impliqués dans cette vaste entreprise. La plupart des réunions de planification se menaient au Ghana, dans le quartier Ashimota, à l'hôtel Jidi Lodge à Accra. Certaines autres réunions se menaient à Tamale, en présence de M. Abdoulaye Bari, alias le voyageur, et du lieutenant-colonel D. Romeo Woba, alias Rodriguez. Dans un second temps, il avait été convenu que le commandant Ahmed Kinda, alias Akoshi, le sergent-chef Tendano, alias Taylor, et les 2 chefs terroristes, accompagnés de l'une de nos équipes, montrent le site de stockage de leurs équipements et de leurs matériels divers. Ce lieu, sous la garde des terroristes à la solde du commandant, a été localisé non loin de la ville de Tenkodogo. Une fois sur place, ceux-ci ont tenté de s'échapper, mais des échanges de tirs sont suivis, au cours desquels ils ont été neutralisés en sus de plusieurs autres terroristes. Les autres déstabilisateurs, loin d'abandonner leur funeste entreprise, ont décidé de peaufiner un nouveau plan lors d'une réunion qui doit se tenir normalement au Nigeria le 27 septembre 2024. Il s'agira pour eux de recruter de nouveaux terroristes, en sus de recruter 500 mercenaires en provenance d'un pays européen pour des attaques à grande échelle à Ouagadougou visant à semer la terreur. Toujours dans leurs prévisions, ils ont décidé de tuer tous ceux qui s'opposeraient à leur action en faisant référence aux populations dans le cas où elles se révolteraient. Ainsi, pour préserver leurs familles et leurs proches de toutes les représailles des populations contre eux, ils ont décidé que chacun d'eux exfiltre sa famille et ses proches avant le début de leur opération. Grâce aux informations recueillies, nous avons pu identifier les participants prévus à cette réunion de coordination à venir au Nigeria, parmi lesquels devraient figurer 1. Le commandant Ahmed Kinda, alias Akoshi. 2. M. Abdoulaye Bari, alias le voyageur. 3. L'ancien DG adjoint de l'ANR, radié des cadres des forces armées nationales, M. Ouedraogo Sekou. Le lieutenant-colonel D. Romeo Woba, alias Rodriguez, ainsi que des personnes issues de ce pays frère qu'est le Nigeria, qui sont impliqués dans cette sinistre entreprise. Tous devraient faire jonction avec M. Gibril Yipene Bassolé et certains éléments des services de renseignement occidentaux. Fort de ces informations avérées et au regard de la gravité extrême de ces actes, il a été décidé de maintenir l'opération spéciale afin de neutraliser toute personne qui tenterait de semer le chaos dans notre pays. Nous a permis d'écouter l'intégralité de ce communiqué du ministre Mamadou Sana. Et merci à nos confrères de la télévision nationale burkinabé par qui, bien sûr, cette retransmission a été possible. Président Bandakani, après avoir écouté ça, alors je sais que vous n'êtes pas surpris, mais comment vous réagissez? Il y a quand même, on a pu noter des noms de haute
personnalités qui étaient jadis très respectées, que ce soit au niveau de la diplomatie. On a entendu quand même Djibril Bassolé, c'était pas n'importe qui. Il y a des grands noms tels que l'ancien chef d'État Paul-Henri Sandaogo Damiba, et tous ceux-ci, des hauts gradés de l'armée, qui sont également des opérateurs économiques. Zongrana, par exemple. Alias César. Voilà, César, il était là. Alors, président Wadakani, alors, c'est vrai que ça nous fait rire, mais c'est très sérieux. Quand on écoute tout cela, comment est-ce qu'on a envie de réagir? D'abord, bon, pour ne pas dire ce que tout le monde connaît déjà, Oui. c'est la continuité, c'est la Légion Compaoré. Oui. Puis ce sont ces anciens lieutenants qui C'est sont la tous là. Légion Compaoré Oui. en grande partie. Et vous connaissez que ce Compaoré, Burkina, le Ouaga était la Mecque des terroristes, de tous ces gens-là. Compaoré agissait pour le compte de la France. Il sous-traitait pour le compte de la France, n'est-ce pas, ses activités terroristes. Bon, ça a été la base du renversement du président Gbagbo. Bon, vous voyez le nouveau développement. Maintenant, les Français même commencent à se trahir. Monsieur Bourgi, héritier de la France-Afrique, vous dit que Gbagbo a gagné les élections. Les élections en 2010. Bon, il apprend quoi? Il n'apprend rien à personne. Bon, il ne nous apprend rien. Mais c'est pour dire, alors Compaoré, il habite où? Monsieur Ouattara a donné la nationalité ivoirienne. Oui. Et ça le met à l'abus de toute poursuite internationale. Voilà, bon, voilà. Donc, Abidjan, c'est la base opérationnelle. Oui. Les opérations sont planifiées, conçues depuis l'OTAN, Paris, et puis, n'est-ce pas, Abidjan s'assure de coordonner les éléments qui sont dispatchés. On a cité Accra également. Mais je voulais y revenir. Oui, allez-y. Le Ghana, Oui. c'est peut-être la nouvelle, c'est ce qu'il y a de nouveau en termes d'information. Parce que beaucoup de gens ne savent pas le rôle du Ghana dans cette affaire. Le Ghana est dans le coup, est dedans. Parce que le président ghanéen, c'est le fils de Ouattara. Ouattara était l'invité d'honneur à son investiture. Bon, si quelqu'un est normalement constitué, fait de Ouattara, son invité d'honneur à son investiture, vous comprenez que la personne en lui-même, c'est un autre cas. Oui. Bon, Akudo, il est connu pour sa perfidie, son double jeu. Et puis, vous voyez, c'est une base arrière cachée. Cachée dans le Ghana. Bon, les réunions étaient prévues au Nigeria, etc. Sont prévues au Nigeria, etc. Donc, je vous avais déjà parlé ici de la structure historique de l'armée du Burkina Faso, qui était une armée qui a connu beaucoup de fractions, fractionnements liés aux différents coups d'État qui se sont succédés dans le pays. Il est non normal que il y a, n'est-ce pas, l'unité opérationnelle de l'armée Burkina, l'unité même en termes de commandement, ce n'est pas quelque chose de toujours assuré. C'est garanti lorsque la France contrôle tout. Et vous avez ce voyou qu'on appelle Damiba, le général de Saint-Cyr, qui a fait ses preuves dans le bureau. Voilà, dans le bureau. Donc, tu vois, donc, il est très à l'aise, il est au Togo, on lui a confié les opérations militaires. Et on voit ses performances. On voit ses performances. Patriarche. Ouais, on l'appelle patriarche. Bon, en Afrique, tout le monde est patriarche. On appelle ce truc-là patriarche. Donc, vous avez Zongrana. C'est extraordinaire. Donc, c'est la Légion Compaoré en grande partie. Ce sont les démembrements de ces des factions militaires, les déçus, tous ceux qui ont été complètement traumatisés par l'avènement d'Ibrahim Traoré au pouvoir et qui voient les choses leur échapper et qui jouent leur survie. Alors, Ouattara récupère tout ça, on bricole des choses et puis bon, voilà, on va à l'Élysée, on dit à Macron, mais puisqu'il ne fait pas une semaine sans aller à l'Élysée, puis on sort, on bombe le torse, on dit, écoutez, je joue un rôle, je suis important, je joue un rôle. À lui-même, de temps en temps, il s'oublie, il dit qu'il est un grand leader. Il dit, Ouattara s'assoit, il dit, je suis un grand leader, je joue un rôle. Ça fait rire tout ça. Mais Bachir, ça va finir très mal. Ouattara n'échappera pas aux lois de l'histoire. Il n'échappera pas aux lois de l'histoire. Lui avait ses parrains. La décadence totale de l'Occident, de l'OTAN et à l'heure. Il fuit devant la Russie. Carrément, il fuit. Se déculotte en plein jour. Fait du bruit. Après ça, on se déculotte en plein jour. C'est l'échec en Irak, ça a été l'échec en Syrie, c'est l'échec en Afghanistan. Dans tous les théâtres de ces dernières années, dernières décennies,
on voit une décadence ininterrompue et inexorable de l'OTAN, à tout point de vue sur le plan militaire. Donc, je suis désolé pour eux parce qu'ils considèrent que l'Afrique est leur dernière frontière géomilitaire, géostratégique sur le plan militaire, et qu'ils espèrent ici venir se refaire une nouvelle santé ici. Ben, ça sera leur cimetière. Le Sahel sera leur cimetière. Maintenant que c'est sûr et mis à jour. Avec votre permission, je suis très heureux que les autorités de Burkina aient compris en termes de communication. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut appeler Chacha, il faut les livrer aux populations, il faut que l'Afrique tout entière sache qui sont ces criminels-là et que leur destin soit exposé publiquement. Maintenant, la population va s'organiser pour le reste. En plus des actions militaires, la population va être hyper vigilante pour traquer tous ces gens-là de près ou de loin sur l'étendue du territoire. Maintenant que c'est sûr, à quoi est-ce qu'on va s'attendre? Mais le Burkina va se comporter en conséquence. D'ailleurs, suivez la fin du communiqué, la récréation est terminée. Vous n'avez pas suivi? Alors, ça veut tout dire. Ceux qui ont une culture militaire comprennent ce que ça veut dire, que la récréation est terminée. C'est pour ça que moi je vous dis, M. Ouattara joue avec le feu, et puis on verra comment ça va se terminer pour lui, puisqu'il se prend pour un grand homme, il croit qu'il est un grand leader. Il dit, quand on va compter aussi le président, il va dire je suis un grand président, tout ça. C'est la plus grande honte de l'histoire de l'Afrique, c'est ce type-là, la plus grande honte. On sait comment tout ça va finir, Bachir. Donc, ce sont des péripéties qui étaient prévisibles. Je vous ai dit que je ne suis surpris à rien. Mais regardez ma sérénité. Moi, je suis surpris à rien, Bachir. Tout ça a été prévu pour nous. Il est heureux que ça arrive pour que il y a une sagesse biblique qui vous dit ce qui ne vous tue pas vous rend fort. Bon, donc, les pays là vont sortir plus forts, avec plus aguerris dans la gestion de ces nouveaux types de menaces qui sont des dynamiques asymétriques portées par des puissances géopolitiques et leurs relais locaux. Je vous ai dit ça. Donc, c'est une asymétrie extrêmement dure, elle est violente, mais ces pays-là sont à la portée, ont des moyens de vaincre tout ça, mon cher Bachir. De vaincre tout ça. Donc, on voit très bien déjà qu'il y a une bonne coordination au service des renseignements. Il y a une réactivité, proactivité au niveau des renseignements qui permet d'anticiper et de suivre tout ça. Parce que bon, le ministre vous dit que c'est depuis qu'on suit ça. C'est depuis qu'on les suit. Justement, parce que le coup devait on les suit depuis. La première partie en août. Voilà, c'est ça. On décrit même ce qu'ils ont prévu de faire, etc. Donc voilà, on est serein, Bachir. Je vous ai dit, nous allons voir comment un État de l'AS tombera. Très bien. On va voir.